Bonjour à tous. Je suis Marion Clamins, la directrice de l'agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée consacrée à la presse ancienne, à sa sauvegarde, sa numérisation, sa diffusion, sa médiation. Vous le savez, cette journée prend place dans le cadre de notre manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, qui rassemble chaque année dans un programme unique une cinquantaine d'établissements documentaires de la région, dont vous trouverez le programme à l'entrée, me semble-t-il, qui a débuté début septembre et qui s'achève tout début novembre. Je voudrais, avant toute chose, remercier du fond du cœur Maude Curtelet, la féliciter aussi, puisque c'est elle qui a réfléchi et entièrement organisé cette journée. Merci beaucoup, Maude, et bravo. Je voudrais aussi vous partager la grande pensée que nous avons, Maude et moi, pour Alice Zunino, aujourd'hui, notre si chère Alice, qui fut directrice du secteur patrimoine écrit et lecture publique à l'agence, et qui s'est éteinte le 22 août dernier. Elle fut au démarrage de cette journée, elle l'a pensée aux côtés de Maude. Vous êtes plusieurs dans la salle à l'avoir connue et Alice nous accompagne particulièrement aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des intervenants du jour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, la journée sera riche. Je ne vous nommerai pas tous, mais j'adresse quand même un remerciement particulier à Marie-Ève Terranti, qui est professeure de littérature française à l'université Paul Valéry Montpellier 3, autrice spécialiste de la presse et plus spécifiquement des relations entre presse et littérature, et qui a accepté, en plus de la conférence introductive, de modérer la journée. Merci aussi à l'équipe de l'agence aux côtés de Maude, donc Solène Prévost pour son appui précieux à Maude dans l'organisation et la coordination de la journée, Léa Bodinier pour la communication et le renfort logistique, et Delphine Zender pour la mise en place du partenariat avec la librairie La Fleur qui pousse, j'y reviendrai. Merci aussi à Mehdi et Charles de l'agence de communication Les Archimèdes pour leur appui technique précieux pour la captation vidéo de cette journée. Vous pourrez retrouver les vidéos de la journée très rapidement sur la chaîne YouTube de l'agence. Merci aussi bien sûr à l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon qui à nouveau nous accueille dans cette belle salle. Et puis merci enfin à vous tous participants de votre présence et puis pour l'intérêt que vous portez à la thématique de la journée. N'hésitez pas vraiment à prendre la parole pour interroger, partager, témoigner, débattre avec les intervenants qui seront sur l'estrade et dans la salle. Simplement, attendez d'avoir le micro entre les mains et n'oubliez pas de vous présenter lorsque vous prenez la parole. Voilà, pour finir, donc, je vous rappelle que la librairie La Fleur qui pousse à l'intérieur proposera dès cet après-midi des ouvrages à la vente au fond de la salle, des ouvrages en lien avec la thématique de la journée et naturellement aussi le J'accuse de Jean Dittard. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et sans plus attendre, je passe la parole à Marie-Ève Terranti. Merci. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Merci pour l'organisation, pour l'accueil et pour l'initiative, c'est précieux. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais me poser. C'est ainsi que l'écrivain Georges Perec, qui a été un rewriter de presse assidu, notamment dans le groupe populaire Nuit et Jour, évoque en 1989 le discours des journaux. Alors je dois dire que vous êtes peut-être comme moi, mais tout mon parcours, toute ma vie même, pourrait s'inscrire dans l'exacte opposition
à cette phrase. Les journaux, et surtout d'ailleurs les vieux journaux, les journaux périmés, les journaux anciens, me passionnent. Ils sont, selon moi, une source inépuisable de sens, d'information et de savoir. Ce qu'ils racontent, car les journaux forment des récits, m'interroge et répond à la fois aux questions que le monde se posait hier et à celles qu'il pose encore aujourd'hui. Je suis donc une universitaire comblée, car ce questionnement qui me porte est en adéquation avec les positionnements d'une partie de la recherche historique et littéraire en France, et aussi avec le développement de la numérisation de la presse, qui met à disposition du moindre ordinateur, du moindre téléphone aujourd'hui, chaque jour, des milliers et des milliers de pages supplémentaires. Mon parcours même de chercheuse suit l'histoire du journal. Au fur et à mesure que je prenais en âge, j'ai aussi avancé dans l'histoire de la presse. J'ai démarré par une thèse qui portait sur les écrivains journalistes de la fin de la Restauration et du début de la monarchie de Juillet. J'ai fait ce qu'on appelle dans l'université une habilitation à diriger des recherches plus tard sur la poétique des genres journalistiques, la chronique, le reportage, le fait divers, l'interview, à l'échelle de l'ensemble du XIXe siècle. Et j'ai co-dirigé, j'y reviendrai, l'entreprise encyclopédique intitulée « La civilisation du journal, une histoire culturelle et littéraire de la presse au XIXe siècle ». Puis j'ai étendu, grâce à des projets collectifs, Média 19 et Numa Presse notamment, la période d'observation au XXe siècle. D'abord jusqu'aux années 30, puisque la recherche suit aussi l'extension de la numérisation, notamment sur Gallica. Et aujourd'hui, j'ai une chaire à l'Institut universitaire de France qui porte sur l'écrivain journaliste et le journalisme narratif depuis 1945, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes que vous devinez sans doute déjà. Je vais donc vous livrer un retour d'expérience, si vous voulez bien, depuis le cœur du réacteur, donc avec sa subjectivité aussi, d'une chercheuse qui travaille depuis une trentaine d'années sur la presse à la charnière entre histoire et littérature. Il faut cette vision sur le long terme quand on réfléchit à l'histoire de la presse, car cette discipline est loin d'être figée dans ses objets, dans ses méthodes, dans ses questionnements. C'est sans doute le cas pour toute histoire, me direz-vous, mais l'histoire de la presse a plusieurs caractéristiques qui imposent cette mobilité. Par exemple, sa pluridisciplinarité, son ancrage délicat dans les bibliothèques, parce qu'il s'agit de documents dont la conservation pose problème, du fait de leur piètre qualité et du fait également de leur volume. Évidemment aussi, l'évolution de l'histoire s'explique par le caractère sensible des contenus de presse, par leur lien avec le politique, la nation, la mémoire, qui ont accentué cette évolution de l'historiographie. Surtout, évidemment, la numérisation de la presse, en donnant accès facilement à des millions de périodiques et en proposant des moteurs de recherche et des outils de lecture automatisés des corpus, a complètement bouleversé la discipline. Elle est devenue un enjeu encore plus important, notamment pour les bibliothèques, qui voudraient valoriser l'investissement humain et financier de la numérisation. Enfin, les évolutions sociales, voire sociétales, ont considérablement modifié les questions qu'on pose à ces journaux. L'homme se tourne vers son passé pour éclairer son présent. Et donc, aujourd'hui, les questionnements contemporains, par exemple ceux qui concernent le genre, la mondialisation, l'éducation aux médias, ont pris de plus en plus d'importance et infléchissent l'histoire. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur l'émergence, la manière dont la tradition historiographique a été modifiée, renouvelée par l'émergence d'une nouvelle histoire culturelle et littéraire de la presse. Dans un deuxième temps, j'insisterai sur les pièges et sur les illusions de la numérisation, avant d'évoquer, pour finir, les nouvelles histoires de la presse qui se développent actuellement en s'appuyant sur ces corpus nouvellement numérisés et sur les possibilités qu'ils offrent, possibilités nouvelles.
Alors, il est évidemment essentiel, pour prévoir l'évolution de la recherche, de regarder la tradition historiographique. L'étude de la presse est issue d'une tradition très ancienne en France. On pense par exemple à l'ouvrage fondateur d'Eugène Hattin, Histoire politique et littéraire de la presse, paru vers 1860 et qui a lancé le développement d'une importante production d'ouvrages sur les journaux et les journalistes. Outre l'indispensable travail de repérage et d'inventaire des titres, tous ces travaux étaient dominés par deux questions. D'une part, celle de la liberté et de la législation. D'autre part, celle de la légitimité du pouvoir de la presse et de sa moralité. Dans les deux cas, l'accent était porté sur l'émergence des journaux comme acteurs politiques autonomes et légitimes. S'engage donc à ce moment-là un important train de publication qui connaît dans les années 1900-1920 une forme d'accélération. Henri Avenel, Eugène Dubief, Jacques Pigelet, André Charpentier, Georges Veil, etc. Une deuxième séquence, j'en arrive au plus proche, assez rapidement, apparaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et s'étend jusqu'au début des années 1980. C'est le temps de ce que j'appelle, pour simplifier, l'histoire scientifique des journaux, une période essentielle qui engrange les acquis majeurs de la recherche sur lesquels nous nous reposons encore très largement aujourd'hui. Trois grandes directions caractérisent ces années. D'abord, la mise en œuvre de très nombreuses monographies sur les journaux qui permettent de connaître avec précision la vie des journaux, appareillage technique, structures économiques et financières, histoire des titres, des tirages, des orientations rédactionnelles et politiques, et donc aussi l'établissement d'un indispensable inventaire des quotidiens et des périodiques. Je dis ça parce que quand on se déplace dans le monde, on voit que tout le monde n'a pas ce soubassement, tous les pays n'ont pas ce soubassement descriptif qui est nécessaire pour passer à cette histoire culturelle et littéraire de la presse que je vais vous présenter ensuite. Apparaissent notamment les premières grandes thèses ou travaux d'envergure consacrés à des organes de presse. L'Illustration, le Petit Parisien, le Petit Journal font l'objet de monographies. Ces travaux monographiques perdurent bien sûr encore aujourd'hui au fil des numérisations et de l'extension des interrogations. J'en donne quelques exemples très récents. Détective, La vie parisienne, L'écho des Alpes-Maritimes et la thèse récente de Blandine Lefebvre sur le Gil Blas montre la vie toujours de ces interrogations et ces monographies par titre. Deuxième tendance de cette période, le développement des études de contenu, qui sont florissantes à compter des années 1950, tant dans les départements d'histoire, où les diplômes se multiplient sur ces questions et où la presse constitue un appui fondamental, que dans le cadre des nouvelles études de presse faites par cette nouvelle discipline qui est à l'époque les sciences de l'information et de la communication, où appel est fait à d'autres types de savoirs que des savoirs techniques et scientifiques, la lexicologie, la narratologie, la sémiologie, etc., aux sources donc des sciences de l'information. Je pense par exemple à l'ouvrage de Violette Morin, L'écriture de presse, qui paraît chez Mouton dès 1969. Enfin, l'établissement des grandes synthèses, et notamment une grande synthèse que vous connaissez sans doute, cette monumentale Histoire générale de la presse française, publiée entre 1969 et 1976, à laquelle il convient de rendre un hommage appuyé, tant elle continue de fournir le socle indispensable à toute réflexion sur l'histoire de la presse. Elle a été envoyée au pilon, mais il faut continuer de la lire. Donc, en dépit de son importance capitale dans l'élaboration du savoir historique sur la presse, cette deuxième séquence reste dominée, tout comme la première, par des interrogations d'ordre politique ou idéologique. Après cette histoire scientifique des journaux, on mettait scientifique entre guillemets, celle que je présente aussi maintenant est scientifique aussi, surgit une autre séquence que l'on peut appeler le moment de l'histoire culturelle et littéraire de la presse. Alors, il faut immédiatement spécifier que ces séquences ne veulent pas dire que les paradigmes précédents sont effacés,
qu'il y aurait table rase, mais au contraire, ces perspectives se sédimentent, même si chaque chercheur privilégie une méthodologie, et à partir des années 90-2000, c'est l'histoire culturelle et littéraire de la presse qui prend son essor. Alors il faut attendre d'abord la fin des années 80 pour voir apparaître les premiers travaux concernant des domaines autres que strictement politiques. Ils sont venus de littéraires, de 18e d'abord, qui ont accompli un travail d'une grande valeur sur les corpus de journaux, notamment autour de Jean Sgard, Claude Labrosse, Pierre Reta, à Lyon et à Grenoble. Des travaux importants sont à leur actif, comme le Dictionnaire des journaux et le Dictionnaire des journalistes 1600-1789. Tout ça est maintenant en ligne sur le site Presse 18. D'autres spécialistes de la littérature s'intéressent alors au XIXe siècle, comme Henri Mitterrand, auteur d'un étonnant et précurseur Zola journaliste dès 1969, René Guise, Roger Bellet, Roland Chollet, Lise Kefelec, Anne-Marie Thiès. Ces recherches ont été marquées par deux intérêts essentiels. D'abord, une perspective monographique autour des grands auteurs. D'un côté, on commence toujours par les grands auteurs en France, qui a permis l'éclosion précoce d'éditions de monographies autour de trois écrivains journalistes, Zola, Balzac, le Balzac de Chollet, et Jules Vallès, Journalisme et Révolution en 1987. Et ces travaux ont été prolongés par d'autres, sur d'autres écrivains journalistes, Sand, Schwab, Duras, Nerval, Colette. En fait, il y a toujours un machin écrivain journaliste quasiment sur chaque écrivain. Alors, je précise d'ailleurs que mes diapositives présentent quelques images de titres et ne sont absolument pas exhaustives. Ne vous étonnez pas si parfois il y a un titre que vous aimez bien qui manque. Une attention, dans un deuxième temps, est portée au roman populaire, et notamment au roman feuilleton populaire, autour de Lise Dumasy, son Que sais-je sur le roman feuilleton réédité sur le site de la revue Belphégor est absolument essentiel, et surtout l'ouvrage aussi fondateur d'Anne-Marie Thiès, Le roman du quotidien, paru en 1984 et réédité au Point Seuil en 2000. C'est à partir de cette base qu'ont commencé, dans les années 2000, à fleurir des thèses et des ouvrages qui portaient sur la poétique de presse, sur la fabrique des écritures et sur la fabrique des rubriques. Marie-Françoise Melmou-Montauban, Corinne Samina Dayer-Perrin et d'autres, Guillaume Pinson, la matrice française du journal, à partir de ce moment-là, a été explorée, et des découvertes absolument cruciales sur le dispositif du journal, par exemple sur sa case feuilleton, ont permis d'expliquer l'évolution du journal et de la littérature, et notamment l'éclosion de l'école réaliste. Je ne voudrais pas que ça soit uniquement une énumération de titres. Je vous montre quand même une page pour vous montrer le dispositif du journal en 1836. Et évidemment, à partir de ce moment-là, on appréhende cette disposition étrange qui fait que l'information est en haut de page et la littérature, la fiction en bas de page, avec ce trait qui sépare l'un et l'autre. Et il faut bien voir que ce trait, il est à la fois imperméable et poreux, et qu'il y a donc des effets qui s'opèrent. D'un côté, toutes les rubriques du haut, faits divers, reportages, sont influencés par la case feuilleton, le roman populaire, etc. Et de l'autre, évidemment, le roman lui-même, il est aussi influencé par cette proximité avec l'écriture d'information. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le réalisme, le surgissement de l'école réaliste en France, si on n'a pas sous le nez ces pages de journaux et cette vision des circulations qui s'opèrent. En fait, c'est ça en fait, qui s'étudie à partir de la question des poétiques de presse. Et toutes les rubriques sont alors explorées. Le portrait de presse par Adeline Vrona, le fait divers par Laetitia Gonon, la chronique boursière par Pierre-Carl Langlais. Alors, c'est l'entrée en lice d'un des humanistes digitaux les plus créatifs que je connaisse, et je vous en reparlerai tout à l'heure, parce qu'il a créé beaucoup d'outils. Mais chez Pierre-Carl, alors je le dis puisqu'on est entre nous,
il y a toujours un petit peu... il ne va jamais totalement jusqu'au bout de son geste et il n'a pas publié sa très grande thèse sur la chronique boursière. C'est vraiment dommage. Donc, Pierre-Carl, si tu me vois un jour, publie ta thèse. Grand reportage avec Mélodie Simard-Oud, chronique judiciaire avec Amélie Chabrier. Cette tendance d'ailleurs a essaimé dans l'ensemble du monde francophone, puisque ce que je vous présente, c'est des travaux qui sont parus en France, en Belgique, au Québec, où tout le monde a travaillé un petit peu sur les écritures de presse. Parallèlement, les historiens de la culture, sous l'impulsion notamment de Dominique Khalifa, et de son très grand livre sur la culture du crime. Moi aussi, je rends hommage ici à Dominique Khalifa, qui est cet immense historien de la culture. Donc ces travaux ont investi massivement cette archive de presse d'une manière totalement neuve, et ces travaux y ont vu le réservoir des imaginaires sociaux. Premier, dans l'analyse d'un régime médiatique centenaire, où se croisent les logiques de l'industrie culturelle, l'enchevêtrement des pratiques sociales, et celui des systèmes de représentation, Dominique Khalifa a fait de la presse un de ses espaces de recherche de prédilection. Il était attentif à la matérialité des supports, ce que je vous ai présenté juste avant, aux appropriations sociales du journal par ses lecteurs, voire aux usages détournés que les lecteurs pouvaient en faire, et surtout, il lui semblait pouvoir retrouver dans le journal la trace des imaginaires sociaux, c'est-à-dire les motifs, les symboles et les valeurs courantes d'une société toujours à interpréter en revenant au support dans le cadre des modes d'agencement et de narration qui portent ces imaginaires sociaux. La presse constituait pour lui, je pense que c'est une formule qu'il aurait adoptée, une forme d'archive de l'imaginaire. À l'origine historien du crime, il a d'abord abordé la presse par le fait divers, le roman feuilleton, les reportages sur les bas-fonds, vous voyez 2 de ces grands titres, toutes ces rubriques où affleurait l'envers du quotidien, c'est-à-dire les innombrables pulsions sociales qui débordent la raison. Alors les travaux de Dominique Khalifa sur l'imaginaire médiatique ont été extrêmement féconds et ont suscité d'autres recherches qui portent aussi sur l'histoire de la presse, comme les travaux de Sylvain Venner, Anne-Emmanuelle de Martigny. Alors, je vais vous en montrer 2 très récentes, 2 qui viennent de disciples, d'anciennes élèves de Dominique Khalifa, et qui sont parmi les ouvrages les plus passionnants que j'ai pu lire sur la presse de ces dernières années. Alors d'abord, l'ouvrage de Stéphanie Sauger, qui a étudié dans un livre absolument lumineux que je vous conseille, la productivité d'une petite légende urbaine, une micro-histoire, c'est souvent comme ça qu'on procède, l'annonce passée dans un journal de 1893 par une soi-disant princesse russe qui aurait promis 1 million de francs à celui qui accepterait de la veiller 1 an durant dans son caveau du Père-Lachaise. Alors, je ne sais pas s'il y a des candidats parmi vous, mais il y en a eu beaucoup au XIXe siècle pour cette mystification qui a été reprise de journal en journal dans le monde entier. Pas seulement en France, pas seulement de la presse nationale à la presse locale, mais j'y reviendrai dans mes perspectives sur les histoires de la presse. On a des phénomènes de mondialisation médiatique qui se mettent en place aussi. Et donc, cette chercheuse a repris les dizaines et dizaines de lettres de candidature très sérieuses, documentées, argumentées. Pourquoi je suis un bon candidat pour aller m'isoler pendant 1 année dans le caveau de la princesse russe au Père-Lachaise. Donc, des dizaines et des dizaines de lettres de candidature sérieuses ont été conservées dans les archives du bureau des inhumations du cimetière. La nouvelle était fausse, pas de millions de promis, mais elle réactivait un lien avec toute une matrice folklorique et littéraire, La Belle au bois dormant, etc. Et sa circulation manifestait une inquiétude sociale et véridique à propos des règles du marché des morts qui étaient justement en train de se modifier en cette fin XIXe siècle. Donc il y avait un lien entre la législation sur les morts, le fait que tout mort n'était plus sûr, certains
où tout futur mort n'était plus certain d'avoir une place au cimetière du Père-Lachaise, par exemple, dans les cimetières parisiens, et l'activation, la formidable vivacité de cette nouvelle. Alors, je vous montre un autre ouvrage aussi très, très intéressant, l'ouvrage de Claire-Lise Gaillard, qui avait commencé sa thèse avec Dominique Khalifa et qui a étudié l'annonce matrimoniale dans les journaux. Là encore, vous voyez comment on part de micro-traces, de bribes, et elle y a vu une source de l'histoire de l'ordinaire. Par ses ellipses, par ses mensonges parfois, là encore, on n'est pas dans le registre du forcément vrai, hein, quand on passe une annonce pour se vendre, on ne va pas dire tout de suite tous ses défauts. Elle révèle ce qui est désirable, ce qui est possible, ce qui est tabou aussi sur le marché du mariage. Elle témoigne de l'évolution des imaginaires sociaux, des négociations entre l'économique et l'affectif, de la force des stéréotypes de presse aussi, de genre, et de l'évolution de l'union bourgeoise patriarcale. Je pense que ces deux travaux, c'est vraiment exemplaire de ce qu'on peut faire dans la presse, même avec des corpus qui sont restreints et des corpus totalement anonymes, en fait, de ce qu'on peut faire comme immense recherche sur les imaginaires sociaux. Alors, toutes ces énergies, historiens de la littérature d'une part, historiens de la culture d'autre part, se sont rassemblées pour composer une nouvelle histoire totale de la presse du XIXe siècle, renouvelée donc. Alors, un gros pavé, on ne le voit pas sur mon image, mais peut-être que, je ne sais pas s'il figurera dans les ouvrages en vente tout à l'heure, paru à la fin 2011, il y a 13 ans déjà. Il s'agit sans doute de l'entreprise majeure sur la presse du XIXe siècle, née notamment de l'association d'une soixantaine d'historiens de la littérature et d'historiens de la culture, tous ceux que je vous ai présentés. Nous avons fait le projet d'écrire une histoire culturelle et littéraire totale de la presse. L'idée centrale sur laquelle repose ce projet est que le journal, par les caractères de sa production, l'ampleur de sa diffusion et les rythmes nouveaux qu'il impose au cours ordinaire des choses, modifie profondément l'ensemble des activités sociales, économiques, politiques, culturelles. Pour vous donner une idée, pensez aujourd'hui à la force et la révolution de la révolution numérique sur nos habitudes de communication. C'est la même chose pour le journal au XIXe siècle. Et que donc ça modifie l'ensemble des activités sociales, l'ensemble des appréciations et des représentations du monde, projetées toutes ensemble dans une culture, voire dans une civilisation de la périodicité. On devient en fait des hommes périodiques à partir du XIXe siècle. Et c'est donc au cœur de ce siècle que ce processus, qui est entamé de plus longue date, mais qui est alors accéléré par les transformations économiques et les enjeux idéologiques dont le journal est porteur. Donc, c'est au cœur de ce processus que ce phénomène se produit. Pleinement achevé à l'aube de la Grande Guerre, cette inscription du pays dans un cadre désormais périodique constitue, c'est l'hypothèse du livre, une mutation anthropologique majeure aux sources de notre modernité médiatique et qui n'avait jamais vraiment été étudiée en tant que telle et de cette manière totale. Alors peut-être que je reviens sur le sens qu'on peut donner à l'adjectif culturel et à l'adjectif littéraire dans ce cadre. Culturel, on entendait ça selon la définition de Pascal Horry, c'est-à-dire l'ensemble des représentations collectives propres à une société et l'ensemble des pratiques sociales nécessaires à leur production, leur diffusion et leur réception. Donc on voit bien que c'est bien au-delà, comme on le montre le titre, bien au-delà d'une histoire de la presse, c'est une histoire de la société telle que la presse la transforme, que nous voulions réaliser. Cette conception donc socio-anthropologique de la culture nous invitait, tout en restant au plus près de la réalité matérielle de la presse, à saisir les différents usages du journal au XIXe siècle. Comment les individus, comment les groupes sociaux ou professionnels, comment les genres, au sens de gender, comment les classes d'âge, comment les entités religieuses ou régionales, bref, les multiples constituants de la société française, comment ont-ils négocié leur rencontre avec la presse. Et cette démarche, elle était vraiment pertinente que si on lui en adjoignait une seconde qui montre comment cette offre périodique contribue parallèlement à
construire ces différents groupes sociaux et professionnels, ces différents genres et classes d'âge, ces différentes appartenances religieuses ou régionales. Il s'agissait donc de ne pas postuler l'existence de groupes prédéfinis, mais de les saisir de manière dialectique dans la dynamique de leur construction, dont la presse, c'est l'une des hypothèses centrales du livre, est l'un des agents majeurs. Alors, si parfois vous vous demandez pourquoi vous numérisez la presse, j'espère vous apporter des éléments de réponse. Un des principaux objectifs de cette histoire culturelle de la presse consiste donc à évaluer le rôle des journaux dans l'émergence de multiples identités sociales, professionnelles, politiques, culturelles. Mais ce processus est complexe car il converge précisément avec un autre phénomène, l'émergence progressive d'une culture de masse. De cette rencontre résulte l'essor de ce qu'on peut appeler une culture de la presse, ensemble de références, de motifs, de réflexes, qui finissent par construire un imaginaire de papier, cet imaginaire dont parlait Dominique Khalifa, de plus en plus massif, de plus en plus partagé, et qui triomphe à la veille de 14. L'adjectif littéraire doit aussi être précisé. Il faut voir aussi que c'est un peu comme la culture. On donne un coup de pied dans la conception traditionnelle de la littérature et on la fait éclater. Disons d'abord ce que n'est pas cette histoire littéraire. Il ne s'agit pas, ou pas uniquement, d'une histoire des écrivains journalistes, à la manière des études classiques de Roland Chollet, de Roger Bellay ou d'Henri Mitterrand. Il ne s'agit pas non plus d'une histoire uniquement de la presse littéraire, qui ne considérerait que les journaux ou revues bénéficiant d'une certaine légitimité. L'objectif est de s'intéresser à tous les journaux et de considérer que tout ce qui est écrit dans la presse peut relever des méthodes de poétique de la littérature. Et donc, en d'autres termes, faire l'histoire du journal comme d'autres font l'histoire du roman ou l'histoire du vers syllabique. Et pour se convaincre de l'importance littéraire du journal, il suffit de se tourner vers les auteurs du siècle, du XIXe siècle, majeurs ou mineurs, qui ont tous croisé de façon significative la route du journal, lequel a joué un rôle déterminant dans l'ensemble de leurs œuvres. C'était un petit peu, vous voyez que je plaide pour ma paroisse de littéraire, mais c'était un petit peu expliquer qu'on ne pouvait pas faire une histoire littéraire à aucun moment, et même pour le XXe siècle, c'est vrai aussi, sans considérer la presse. On pense immédiatement à Balzac ou à Jules Vallès, mais il faudrait ajouter les poètes, évidemment, comme Baudelaire et Mallarmé, puis tous les professionnels qui, à partir de la monarchie de Juillet, ne cessent de passer du livre au journal, selon les circonstances ou les genres pratiqués. La presse a été un point de passage obligé pour tous les écrivains mineurs ou majeurs. Le journal a par ailleurs été le principal mode de publication littéraire pendant la majeure partie du siècle. Il a été alors le principal diffuseur de la plupart des inventions formelles du XIXe siècle, que ce soit le poème en prose, le roman réaliste, etc. Alors, le travail de la civilisation du journal a abouti à un ouvrage de 4 millions de signes, paru en 2011. Beaucoup de thèses, encore en cours aujourd'hui, sont à envisager dans ce paradigme de l'histoire culturelle et littéraire. Mais je dois faire mon mea culpa. De toute façon, un chercheur ne cesse de faire des mea culpa. C'est un petit peu la règle du jeu. On revient sur les hypothèses et elles ne sont pas toujours justes. Mais la civilisation du journal, et je l'ai reprise pour vérifier, n'évoquait même pas en 2011 les changements complets de méthodologie, les mutations totales de l'appréhension de la presse liées à la mise à disposition des corpus sous forme numérique et à l'offre des moteurs de recherche de plus en plus performants. Pas une ligne sur la transformation de l'archive. Il faut croire qu'à cette époque, il y a 13 ans, cette dimension-là n'apparaissait pas comme prépondérante, même si déjà de plus en plus de corpus étaient à disposition. En revanche, il nous est quand même apparu assez vite que du côté de la synthèse, il n'était pas possible d'aller plus loin sous une forme éditoriale et universitaire classique. Sous la forme du livre, je pense que le livre n'est plus, on ne peut pas aller plus loin pour le XIXe siècle et pas non plus pour le XXe siècle. Pour prolonger cette histoire culturelle, il a donc été lancé une plateforme
de nature collaborative intitulé Média 19, financé dans un premier temps entre 2012 et 2015 par l'Agence nationale pour la recherche française et le Fonds de la recherche québécoise. Alors là, c'est peut-être, on y reviendra peut-être, hein, je ne sais pas si on entrera sans doute dans le labyrinthe de ces questions de financement, mais le problème français, c'est quand même le manque de moyens qui perdure. Hein, là, on a obtenu un financement sans difficulté, un beau financement pour financer la plateforme entre 2012 et 2015, et depuis, c'est le Québec qui finance. C'est-à-dire que les projets financés français, c'est toujours sur une durée limitée. Et donc, s'il n'y avait pas le Québec aujourd'hui qui continue à financer cette recherche, ben, cette plateforme, elle ne vivrait pas comme elle continue à vivre. Plusieurs centaines de chercheurs sur la presse francophone du monde entier, plusieurs centaines de chercheurs du monde entier se sont investis sur ce site. Vous pouvez aller voir cette ressource. Média 19 offre des éditions, des anthologies de textes, des bases de données, des outils de prosopographie des journalistes, des cartographies de phénomènes médiatiques. Média 19 publie aussi des actes de colloques, de journées d'études. Hein, si vous voulez publier ce que vous organisez, parfois en région, vous pouvez venir nous voir. Et Média 19 organise aussi de grands congrès. Lors du premier congrès d'ailleurs de Média 19 en 2015, le prochain sera en 2026, il nous est apparu que l'on était devant un renouvellement des paradigmes d'études de la presse, dont je vous synthétise les nouveautés. La remise en question du grand écrivain au profit de l'étude des poétiques historiques, l'attention plus nette portée au réseau, aux mobilités, aux transferts, une analyse de la globalisation, je vais revenir, hein, on pense sur l'échelle mondiale, des poétiques, des dispositifs et des textes. Et les méthodes aussi ont changé. L'intérêt pour le support primaire, qui est grandissant, le travail en équipe internationale de plus en plus, l'utilisation de plateformes pour fédérer les résultats, pour les mettre à disposition de la communauté scientifique, et puis des études qui sont possibles grâce à la mise en place d'algorithmes de fouilles de données, hein, qui sont évidemment essentiels. Donc, à la suite de ce constat, un nouveau projet a été lancé, toujours financé par l'Agence nationale pour la recherche, toujours selon les mêmes méthodes, hein, un financement ponctuel, 2017-2023, donc sans financement depuis 2023, conçu justement pour proposer une nouvelle histoire littéraire et culturelle de la presse qui mette en évidence les lignes de force structurelles de la presse française du XIXe siècle à aujourd'hui, en nous appuyant sur la numérisation des journaux. Enfin, on avait été sensible au changement d'archives. Ce projet partait du constat que des concepts complexes de l'histoire culturelle, tels que les stéréotypes, les genres journalistiques et les mécanismes de circulation médiatique, pouvaient être mesurés et analysés à grande échelle grâce à la disponibilité croissante des archives patrimoniales en ligne et grâce au développement des outils d'intelligence artificielle et de classification automatisée des articles. Ce projet de recherche dialoguait aussi avec de larges infrastructures nationales, internationales, qui travaillaient sur l'amélioration des outils d'investigation sur la presse numérisée, évidemment Gallica pour la France, Impresso Monitoring pour la Suisse, le projet européen NewsEye qui construisait un moteur digital d'investigation sur les journaux, etc. C'est toute cette nouvelle manière d'interroger la presse et de construire son histoire qui est apparue alors. Alors, je vous montre quelques outils, hein, mais vous pouvez aller voir sur le site numaprince.org. Hein. Nous avons créé, par exemple, un script appelé Tidy Supervise qui permet de classer les textes grâce à un portrait lexical de chaque genre avec les mots qui les caractérisent le mieux. Et donc, cette classification permet de repérer la dynamique générale de développement d'un genre, d'une rubrique, et de faire des comparaisons entre journaux.
Et puis, dans le cadre de ce projet, donc, nous avons créé plusieurs modèles de genre selon les époques. Et ce projet permet de voir émerger des rubriques. Par exemple, pour le XXe siècle, la rubrique des sports, la rubrique des cinémas, et de documenter de nouvelles régularités au XXe siècle. Par exemple, vous voyez ici un essai de ce que l'on appelait le Zoom Reading sur la page cinéma qui montre dans l'ensemble de la presse l'émergence au XXe siècle d'une page cinéma le vendredi qui va perdurer pendant l'ensemble des années 30. Donc les modèles des genres journalistiques, ils sont indexés dans une générothèque qui est accessible à tous, que vous trouvez sur le site numapresse.org. Deuxième outil, les explorateurs. Alors, je vais vous en montrer plusieurs pendant ma conférence. En fait, à partir de ces modèles, on peut envisager des recherches par genre spécifique, sur des corpus spécifiques, ce qui permet de faire le tri, parce que quand on recherche sur Gallica, par exemple, on a l'ensemble du corpus, mais si on veut faire une recherche sur le cinéma, ben, c'est beaucoup plus simple d'avoir une recherche circonscrite. Voici par exemple un explorateur que vous trouvez aussi sur numapresse.org qui permet de rechercher uniquement dans les pages cinéma, ces pages cinéma qu'on a découvertes, qui sont hebdomadaires dans la presse des années 30, et donc ce qui permet des recherches beaucoup plus ciblées. Je vous montrerai d'autres explorateurs tout de suite. Et enfin, troisième type d'explorateur que je vais vous montrer, les détecteurs de viralité, ce qui permet de diagnostiquer des reprises de journaux en journaux, parfois sur des longues chronologies et parfois aussi sur des extensions spatiales. La reprise d'un journal, d'une petite brève dans un journal français par un journal québécois, 20 jours plus tard, au rythme du steamer qui a traversé l'Atlantique. Donc tout ça, évidemment, c'est impossible à faire, on est d'accord, en lisant le journal. En revanche, avec les détecteurs de viralité, on a immédiatement le signe de cette globalisation médiatique qui est en place dès le XIXe siècle, qui n'est pas caractéristique de notre époque contemporaine, mais qui est déjà là au XIXe siècle. Je vais en reparler tout de suite. Alors, avant d'en venir aux nouvelles orientations de l'histoire de la presse, je voudrais peut-être m'attarder un moment sur les pièges de la numérisation. Alors, je pense que vous les connaissez, ces pièges, sans doute, mais je ne pense pas qu'il est possible de raconter, de faire un petit peu miroiter toutes ces nouvelles perspectives sans être quand même conscience des problèmes que pose cette recherche sur presse numérisée. Et pour moi qui suis une historienne de la presse, c'est vraiment nécessaire. D'abord, la question de l'exhaustivité. Nos étudiants, les chercheurs, ont souvent l'illusion de l'exhaustivité. Quand on voit l'immensité de ce qui est maintenant mis en ligne, eh bien, la numérisation donne une illusion d'avoir accès à tous les corpus. Mais malgré la masse mise déjà à disposition, évidemment, vous le savez bien, tout n'est pas accessible. C'est un work in progress et d'ailleurs sans espoir de réalisation totale. Il existe une déperdition certaine, tout d'abord en raison de la fragilité inhérente des supports. Vous savez bien que certains supports sont en train de disparaître. Des variantes dans les livraisons, selon les heures du jour, selon le lieu de diffusion. Et pour ceux qui travaillent sur la presse locale, vous savez que même à l'échelle d'une région, tous les journaux ne se ressemblent pas. Même le même numéro de la même livraison peut différer. Sans compter les suppléments occasionnels, qu'est-ce qu'on en fait ? Certains titres sont perdus, d'autres ne sont pas numérisés, certains, même importants, ne sont accessibles. Par exemple, je parle sur Gallica, qui est évidemment ma principale ressource, ne sont accessibles que sur Gallica Intramuros, ce qui implique de se déplacer sur place et ce qui crée des inégalités dans les territoires entre les étudiants qui peuvent venir à Paris et ceux qui sont en région. J'enseigne à Montpellier et je dois dire immédiatement que la numérisation a permis une formidable démocratisation de la recherche. Certains de mes doctorants ont fait des grandes recherches sur la presse, je vous ai montré certains livres, sont devenus maîtres de conférences. Ça, il y a 30 ans, à Montpellier, ça aurait été impossible. D'accord ? Les chercheurs, les très bons chercheurs, ils devaient être à Paris en train de travailler à la Bibliothèque nationale. Donc évidemment, j'ai conscience de vous montrer le verre à moitié vide, mais il faut le faire. Certains titres importants ne sont numérisés que sur Gallica Intramuros, comme par exemple le Canard enchaîné. Et évidemment, pour des questions de droit, les questions numérisées à partir de 1953,
Là, on a un grand trou noir. Ce qui pose la question cruciale de la recherche sur la période des Trente Glorieuses, accessible ni sur les plateformes de numérisation de la presse ancienne, ni sur les sites plus récents comme Europresse. On a une sorte de trou noir. Or, la presse des Trente Glorieuses, si on y réfléchit, c'est déjà de la presse ancienne. Et donc, alors je sais qu'apparemment, on y reviendra peut-être, le projet Retro News est en train de négocier avec 12 éditeurs de presse française des archives de presse, mais ça reste ponctuel, et pour l'instant, ce n'est pas encore en place. En attendant, chacun bricole, les chercheurs bricolent. Pour notre part, par exemple, dans le cadre de Numa Presse, nous avons numérisé sauvagement, artisanalement, à l'appareil photo, certains corpus et créé notre propre explorateur, qu'on a appelé, Philippe et Arnaud, le Gallica Numa Presse, sur des corpus des Trente Glorieuses. Bon, c'est vraiment pour se donner du courage quand on était en train de photographier. En fait, tels des archéologues, les historiens s'efforcent de reconstituer l'écosystème médiatique à partir d'artefacts fragmentaires, miraculeusement préservés en quelque sorte. Donc il faut toujours se poser la question, évidemment, de ce que l'on est en train de sonder. Et ça, c'est vraiment une question essentielle. Deuxième point, même si ça s'arrange, la question de l'ossérisation. La recherche a été métamorphosée, bien sûr, par la possibilité de faire des requêtes en mode texte, ce qui a été permis par la large ossérisation des corpus. Mais l'ossérisation, même si elle est de plus en plus fiable, n'est pas encore parfaite. Les outils de reconnaissance des caractères utilisés pour l'extraction du texte d'archives numérisées sont limités par leur propre biais, puisqu'ils ont été d'abord conçus pour lire des textes contemporains. C'est ainsi que nous pouvons encore ou déjà lire dans la presse du XIXe siècle des milliers d'occurrences d'Internet par déformation d'autres termes. J'ai été vérifiée, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je me demandais si cette occurrence qu'on avait relevée était toujours là. Oui, le journal des débats du 31 août 1819 prophétise ainsi sans le savoir, je cite, « qu'il n'y eut guère au commencement de ce siècle, au temps où les héros se comptaient par centaines, de noms plus populaires, presque plus légendaires que celui d'Internet. » Magnifique, hein ? Ben non, en fait, il s'agit en réalité d'Infernet, un croiseur maritime. Mais ces erreurs d'OCR, elles nous rappellent que l'histoire longue des productions médiatiques est conditionnée par une autre histoire longue, celle des supports matériels et des pratiques de conservation. Troisième problème, le manque de hiérarchie de l'information. Le support numérique, il aplatit considérablement les supports d'origine. Il les rend invisibles comme dispositifs. Or, un chercheur sur la presse doit garder une appréhension matérielle de ces supports d'origine, des formats, des papiers. Et ça va être de plus en plus grave, au fur et à mesure que nos étudiants seront de moins en moins formés aux livres, et alors a fortiori à la presse, parce que nos étudiants d'aujourd'hui, ils fréquentent même plus la presse papier. La distinction entre un petit journal satirique, petit format, et les grands journaux quotidiens in folio, immédiatement appréhensibles par la taille des journaux au XIXe siècle, risque d'échapper aux néophytes qui n'auraient pas été formés. La différence de statut entre les rubriques, entre la chronique et le reportage, entre un texte qui paraît dans la case feuilleton, dont vous savez que c'est un texte sans doute de fiction, en tout cas il faut aller voir, et un texte qui paraît en haut de page, entre un texte ironique, dans une presse surveillée. Parfois, on va, sous le Second Empire, dire l'exact inverse de ce qu'on veut faire entendre. Et un texte sérieux, eh bien, tout cela disparaît assez fréquemment dans l'interprétation, pour peu qu'on travaille uniquement sur des moteurs de recherche. Et je me souviens, quand j'ai travaillé avec les développeurs du projet NewsEye, donc des purs informaticiens, mais des dialogues surréalistes, de dialogues de sourds, quand j'ai essayé d'expliquer avec des exemples, en montrant que parfois un journaliste sous le Second Empire, il était ironique, et les chercheurs, les développeurs voulaient mettre en place des indices de positivité des notions qui ne fonctionnaient pas à partir du moment où on n'avait pas conscience de l'ironie de certains corpus.
Donc, les erreurs d'OCR, donc ces erreurs sur l'interprétation nous rappellent qu'il est nécessaire de se familiariser avec le support premier sous peine de contresens sur les textes exhumés. Avec Sylvain Venner, nous avons récemment proposé une histoire de la presse par ses rubriques pour attirer l'attention sur ces questions. Lire dans la rubrique et pas lire dans le corpus tout entier. Enfin, l'apprentissage des moteurs de recherche, même chose, ça s'apprend. Ça nécessite un apprentissage. Je réalise parfois des ateliers avec mes étudiants pour leur faire appréhender la difficulté de maniement de ces recherches. Par exemple, je peux demander à mes étudiants de faire une recherche sur la question des femmes et le pantalon, et je leur commande une controverse autour de cette question, autour du pantalon, ou l'histoire de la controverse sur la longue durée, des caricatures, mais aussi des images qui vont me permettre de tester la normalisation du pantalon à travers le sport. Ils tâtonnent allègrement et ils découvrent tous les pièges. La confusion entre pantalon et pantalon, le personnage de la commedia dell'arte, la difficulté à circonscrire un corpus significatif, tout ça, ça nécessite un apprentissage. C'est pas immédiat, cette appréhension des corpus. D'où la difficulté aussi des bibliothécaires pour valoriser aussi le corpus. Alors maintenant, les perspectives. Je fais miroiter ce qui nous attend. Eh bien, la numérisation des corpus a permis l'émergence de nouvelles tendances en histoire de la presse. Alors, je vais passer rapidement sur certaines. Je vais m'intéresser au moins aux deux premières. Une histoire des femmes dans la presse, une histoire de la mondialisation médiatique, une histoire longue de la presse jusqu'à aujourd'hui, et puis une histoire de la presse locale. Alors, les corpus de presse numérisés, les moteurs de presse qui leur sont associés, ont permis de montrer que les femmes ont longtemps été totalement invisibilisées dans l'histoire de la presse, et de plus en plus de chercheurs, surtout des chercheuses d'ailleurs, interrogent aujourd'hui un sujet méconnu, celui de l'investissement des femmes dans la presse ancienne, notamment au XIXe siècle, moment historique très ambivalent, puisqu'il correspond à la mise sous cloche légale grâce au Code Napoléon de 1804 de la moitié de la population française, mais aussi à une revendication plus organisée de droits et d'égalité par des mouvements proto-féministes. Et donc, l'histoire de la presse a longtemps été considérée comme uniquement masculine, et cela dans tous les sens du terme. Les historiens de la presse étaient jusqu'à peu uniquement des hommes, qui parlaient d'un monde d'hommes où les femmes journalistes, par exemple, étaient totalement invisibilisées. Alors, je vous donne un exemple très parlant, l'exemple de Delphine de Girardin. Delphine de Girardin, elle a inventé la chronique parisienne, la grande chronique ironique, celle justement où on laisse entendre un certain nombre de choses, où on parle spirituellement. Cette chronique ironique, elle est reprise par les hommes sous le Second Empire, dans un temps d'opposition, où ils vont, un Vallès, un Rochefort, vont utiliser l'ironie pour parler du réel, de par leur position de subalterne, exactement comme Delphine de Girardin a créé ce genre parce qu'elle était subalterne dans un monde uniquement masculin. Et cette chronique spirituelle, vous la retrouvez aujourd'hui sur les plateaux télé, à la radio. D'accord ? C'est ce que vous trouvez sur France Inter le matin. La capsule des chroniqueurs radio le matin, c'est de la chronique ironique. Donc, on n'est pas devant une petite invention, on est d'accord en termes de genre. Bon, quand on regarde cette énorme histoire de la presse que je vous ai montrée en 5 volumes, je trouve une référence à Delphine de Girardin. Et si je retourne pour voir qu'est-ce qu'on en dit, l'aimable femme de Girardin. Donc, elle est uniquement répertoriée comme épouse. Même chose pour Marc Martin. Marc Martin, j'ai énormément d'estime, évidemment, pour l'immense historien qu'est Marc Martin, mais il compose une somme sur les grands reporters, qui n'est, je ne sais plus quelle date, mais 2016, c'est pas un vieux truc. Eh bien, la plupart des grands reporters, alors André Violis, qui est quand même une reporter très importante, elle apparaît dans une liste noyée, alors que c'est l'exact d'Albert Londres, l'exact équivalent d'Albert Londres à l'époque. Et puis, rien sur Séverine,
par exemple. Voilà Séverine déguisée en mineure pour un reportage qui invente en France le reportage d'identification où on prend la place du sujet pour témoigner. Donc elle descend dans la mine déguisée en mineur et elle fait un reportage dans le Gaulois à l'époque. Bon, Séverine, 0 ligne dans les grands reporters de Marc Martin. Bon, donc je vais passer pour un petit peu, je vais avancer, mais il y a cette nouvelle histoire de la presse, des femmes dans la presse à composer, et qui est en voie de composition. Je vous donne quelques exemples. Moi-même, j'ai fait un ouvrage là-dessus, mais on a d'autres initiatives qui viennent de plus jeunes. Il y a beaucoup de thèses en ce moment qui se soutiennent sur la presse anarchiste, sur la presse féministe, sur la presse socialiste. Deuxième, une histoire de la mondialisation médiatique. Le temps, la mode est aux histoires mondiales, notamment sous l'impulsion de Patrick Boucheron. Je vous montre quelques histoires mondiales de la France. Et la presse, jusqu'à présent, c'était uniquement une histoire nationale. Et évidemment, on comprend la difficulté à parler d'histoire mondiale. Si la question des langues se pose toujours aujourd'hui, la large mise à disposition de corpus de presse numérisés par pratiquement toutes les bibliothèques nationales du monde permet d'amorcer des réflexions transnationales, notamment en travaillant sur les phénomènes de transfert, de textes, d'articles, de dispositifs. La case feuilleton, par exemple, la manière dont cette case que je vous ai montrée tout à l'heure a été adoptée dans, par exemple, tous les pays d'Amérique latine, évidemment pas en Amérique du Nord, en Allemagne, en Russie. Donc ça crée, alors que le système britannique le système américain ont, eux, contaminé d'autres zones du monde, ça crée une répartition des zones d'influence médiatique qui est évidemment essentielle à appréhender. Alors on a commencé d'abord par travailler sur la circulation des romans feuilletons. On avait, sur Média 19, travaillé sur la circulation des Mystères de Paris, d'Eugène Sue. Les Mystères de Paris, c'est le premier grand phénomène mondial médiatique. Vous le voyez, il paraît dans la case feuilleton, les Mystères de Paris, en 1842-43, dans la case feuilleton du Journal des débats. Immédiatement, c'est d'un succès mondial. C'est l'histoire d'une descente dans les bas-fonds de Paris, dans les bas-fonds urbains modernes de Paris, d'un trio de personnages, une aristocrate, un bagnard, une prostituée, pardon. Et ce roman feuilleton à péripéties, qui va être publié dans le Journal des débats pendant 1 an, est immédiatement, au fil de sa parution, traduit dans le monde entier, d'abord sous forme d'édition. Et puis, donc je vous énumère, on avait fait ce travail de répertoire, 20 traductions des Mystères de Paris en anglais. C'est quand même extraordinaire. Une ne suffisait pas? Non, 20 traductions, dont 10 en Angleterre et 9 aux États-Unis. Le texte fascine tellement que les gens se le réapproprient parce qu'il est totalement polysémique et que c'est une grande interrogation sur les identités sociales, urbaines et les évolutions des identités. Et du coup, en fait, cette littérature de mystère, elle est adaptée. On a des mystères de Rio, des mystères de Montréal, des mystères de New York, des mystères de Lyon. Regardez dans vos corpus s'il n'y a pas des mystères de Dijon ou des mystères... il y a beaucoup de mystères de province. Il y a des mystères de Montpellier, par exemple. Et donc, on a construit des outils pour essayer de comprendre, de faire une histoire de ces transferts médiatiques, de cette nouvelle mondialisation médiatique. À partir de cette circulation, on a construit une anthologie, on a construit une fois de plus des explorateurs. Donc tous ces outils se trouvent sur le site Média 19, des bases de données, etc. Mais le plus étonnant, et c'est là que les outils de Pierre-Carl Langlais entrent en jeu, c'est dans un premier temps, on s'était appuyé sur des grands corpus de romans, en pensant que ce qui circulait, c'était les textes longs, les textes du patrimoine. J'avais fait un projet avec le Mexique, on avait regardé la manière dont les textes de Balzac étaient adaptés, par exemple, ou de Sand, ou de Dumas, évidemment Dumas étant un auteur prépondérant. Mais en fait, c'est pas ce qui circule le plus. Au premier chef, ce qui circule le plus, ce sont les microtextes. Faits divers, petites histoires, histoires drôles, etc. Tous ces textes qui n'ont pas d'actualité, et donc ces microtextes circulent abondamment et traversent l'Atlantique au rythme des steamers. Donc
je vous montre la circulation qu'on a mise en place entre les journaux français et les journaux d'abord canadiens et puis ensuite mexicains et brésiliens. Hein. C'est le sens de cet outil qui permet de voir ce qui paraît dans le trait d'union français, dans le trait d'union en français du Mexique, qui vient des journaux français. Et donc voilà le circuit des reprises. Ce que vous voyez de ce côté-là, c'est les 20 jours qui sont nécessaires pour faire une reprise d'un journal français à un journal canadien, québécois-canadien en 1857. Ce que vous voyez là, c'est avec le Brésil et le Mexique, il faut entre 60 et 70 jours, ou même au-delà, pour faire une reprise. Et je vous montre, je passe assez vite parce que le temps passe, mais je vous montre quand même certaines surprises. Cette espèce d'histoire drôle qui se trouve en bas d'un feuilleton. Vous voyez le A continué, c'est la page feuilleton du trait d'union mexicain en 1857. Et vous voyez une petite histoire, une paysanne qu'on paraissait récemment comme plaignante devant le tribunal correctionnel d'une de nos villes de l'Est. Alors, je me demande bien ce que comprend un lecteur de Mexico de cette spatialisation, une de nos villes de l'Est. Mais bon, elle racontait les actes de violence auxquels son mari se livrait envers elle et l'accusait de l'avoir brutalement frappée. Aussi très intéressant dans la perception des discours sociaux de l'époque, une paysanne qui vient porter plainte parce qu'elle a été frappée, ça nous rappelle quelque chose. Quel prétexte prenait-il pour vous battre ? Demanda le président. Faites excuse, monsieur, répondit la naïve enfant de l'Alsace. C'était pas un prétexte, c'était un bâton. Eh bien, cette petite nouvelle que je trouve dans le trait d'union en 1857, grâce aux outils de numérisation de la presse, je la retrouve, alors, abondamment reprise, enfin, ou plutôt, c'était une source, abondamment reprise dans les journaux français, avant de passer au Mexique, et même on la trouve jusqu'en 1897. La même blague qui ressurgit et qui est là, qui vient en 1857, qui est reprise du trait d'union, dans le trait d'union d'un journal français et qui ensuite continue sa vie. C'est ça la mondialisation médiatique. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas forcément des nouvelles tragiques, ça peut être des histoires drôles, des feel-good news, et on voit bien le lien entre cette viralité numérique du 19e siècle et notre civilisation médiatique contemporaine. Et c'est là que je voulais en venir. Je vous montre quelques titres déjà qui mettent en place cette histoire de la mondialisation médiatique, l'ouvrage de Guillaume Pinson et le très beau livre de Laure de Mougin sur l'empire de la presse, qui réfléchit sur la presse de l'empire français, la presse coloniale française. Et puis, j'en arrive à cette histoire longue de la presse, également qui me semble absolument essentielle à mettre en place. C'est-à-dire une histoire longue de la presse qui prend en écharpe non seulement le 19e siècle, le 20e siècle, mais aussi notre époque contemporaine. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes contemporains qui méritent d'être revus ou lus à l'aune de ce qui se passait au 19e et au 20e siècle. Alors, je vous montre, et je passe assez vite parce que je ne veux pas mordre sur le temps des autres, mais un livre qu'on a fait paraître il y a quelque temps sur les fake news, et pour montrer que le principe de la fake news et de la circulation de formes virales fausses, ça existe bien avant Internet, qu'on n'est pas devant quelque chose de nouveau. Et on peut les repérer grâce aux outils numérisés. Mais je pense à d'autres phénomènes, peut-être plus nobles. Par exemple, le retour actuel en France d'un journalisme narratif, qui est là pour compenser peut-être tous les déboires de la presse papier et tous les problèmes liés à la montée en puissance des réseaux sociaux. Je pense à des très beaux reportages comme ceux de Jean Hatzfeld, de Florence Aubenas, d'Emmanuel Carrère, enfin tous ces grands noms de la littérature contemporaine. C'est ce qu'on appelle le retour au réel de la littérature contemporaine, qui peuvent être lus et qui doivent être lus à l'aune de la présence de tous ces écrivains journalistes
du 19e siècle. La question du réalisme en littérature, c'est une question qui doit être traitée sur un temps long, en mettant en parallèle les corpus de presse contemporains et les corpus de presse du 19e, et évidemment des Trente Glorieuses, qui sont vraiment le parent pauvre. Bon, et je ne dirai pas grand-chose, mais parce que je pense que nos débats vont être longs sur cette question des presses, de l'histoire des presses locales. Évidemment, l'émergence de toutes ces numérisations appelle une histoire des presses locales, régionales, ou une histoire, alors à la fois sous forme de monographie et sous forme de synthèse. Donc je vous montre la thèse en forme de transition aussi vers ce qui va suivre d'Arnaud Dermy, qui a tenté sur un corpus de presse spécifique cette traversée et cette synthèse. Et ça pose plein de questions, c'est l'exploitation de ces formes. Quelle plateforme pour avoir toutes ces ressources au même endroit, et surtout, on en parlait avec Arnaud sur le chemin qui nous amenait ici, quelles ressources humaines, quels étudiants, comment on valorise ensuite la carrière d'étudiants qui font des thèses sur ce genre de corpus. C'est une question qui se pose, par exemple, pour moi qui suis une directrice de thèse exemplaire qui pense aussi à l'avenir de ses étudiants. Voilà, je vous remercie.